Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette vidéo pour vous parler un peu plus de la fiction précédente. Donc ceux qui connaissent la chaîne savent que d'ordinaire je vais plutôt opter pour parler de la fiction précédente dans la vidéo, dans la fiction qui suit, donc dans le commentaire vidéo à la fin de la fiction suivante. Mais il y a tellement de choses à dire sur la vengeance du fils que ça aurait fait une vidéo à rallonge, et donc je vous propose plutôt de faire une vidéo à part, la regardera qui s'intéressera, et au moins pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, vous aurez ce qu'il y a à savoir. Je suppose que la fin vous a énormément surprise, certains l'avaient peut-être légèrement anticipé, d'autres se sont dit c'est quoi cette fin, what the fuck, rien ne nous l'annonçait, et bien si. En fait, dès le départ, on parle de Mao de Yunqi. Mao de Yunqi c'est du mandarin, et en mandarin ça veut dire chance des chats. En fait, ce refuge, Mao de Yunqi, plus couramment appelé Yunqi, qui veut dire chance, eh bien, est la seconde chance de ces chats chimériques, de ces chats transgéniques. Ensuite, deuxième indice, à un moment de l'histoire, il est dit comme ça que des chats, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, se sont pris d'affection pour ces chimères et ont rejoint cette étrange communauté. Il y a un principe en écriture qui s'appelle le fusil de Tchekhov. En gros, que si on parle d'un élément, c'est parce qu'il a un sens dans l'histoire. Et ici, la façon dont j'ai formulé les choses n'aurait eu absolument aucun sens si la finalité n'avait pas été ce qu'elle est. En fait, de le préciser ici, c'était aussi vous laisser un indice. C'est-à-dire, mais pourquoi il nous dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je le dis, c'est tout simplement parce que des chats non transgéniques, en fait, se sont pris d'affection pour ces chats transgéniques et les ont suivis. Donc la communauté chimérique de Yunqi est composée pour l'essentiel, pour 99% de chats mutants, si je puis dire, mais il y a un petit pourcent qui sont en fait des chats, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Est-ce qu'il y a eu reproduction? Je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, s'il y a eu descendance, eh bien c'est certainement les descendants ont certainement hérité du patrimoine génétique des deux, donc sont également des chimères. Deuxième indice, le professeur Shen, enfin le docteur Shen, oui, l'inspiration vient de Pokémon, voilà, faut pas chercher plus loin. Donc le docteur Shen, eh bien, ce docteur, à un moment, il fait comprendre que, par rapport au changement d'attitude des chats qui apprennent à se parler avec un langage du corps, il dit comme ça qu'il a d'autres chats à fouetter. Mais surtout, la phrase a une formulation particulière. Le docteur Shen avait d'autres chats à fouetter comme il aimait le dire. C'est pas une expression exceptionnelle. Je ne sais absolument pas si cette expression existe en Chine, il est fort probable que non. Mais si tel était le cas, pourquoi cette précision de la part de Yemando, comme il aimait le dire? Encore une fois, sans la finalité que vous connaissez, ça n'a aucun sens. C'était en fait pour le Doc Shen une façon de faire du sarcasme. En fait, il avait d'autres chats à maltraiter et il avait vraiment pas le temps de s'occuper de ce genre de choses qui finalement lui ont rapidement semblé anodines et sans intérêt. Autre indice. À un moment donné, nos protagonistes s'enfuient donc par une bouche d'aération. Et si vous écoutez bien le bruit, je l'ai conçu avec deux sons, et je l'ai conçu de telle sorte qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a un impact sur le métal, et que le métal tombe. On va réécouter juste ce passage. Une chimère conçue pour être un modèle de force brute défonça la bouche d'aération en fonçant dedans. Donc, comme vous l'avez entendu, Li Liang, en fait, fonce dans la plaque, et elle tombe. Si ça avait été un humain aurait été beaucoup trop gros pour foncer dans une bouche d'aération. Une bouche d'aération, soit c'est au sol, soit c'est au plafond, ou alors c'est en hauteur. Là, en toute probabilité, c'était pas au plafond, c'était pas en hauteur. On était donc sur une bouche d'aération qui était encastrée dans le mur, mais à peu près au niveau du sol. Un être humain n'aurait certainement pas joué la chenille pour cogner dans la bouche d'aération, et éventuellement aurait peut-être utilisé des accessoires pour pouvoir dévisser cette bouche d'aération, ou s'il avait vraiment eu beaucoup de puissance, il aurait
arracher la bouche d'aération, tout simplement. Autre possibilité, s'il avait été un humain, ça aurait été de donner un gros coup de savate dedans. Mais c'est pas le cas. Si vous écoutez bien, on dit bien que Li Liang fonce dedans. Et on entend clairement la bouche d'aération tomber. Donc, nouvel indice qu'il s'agissait encore une fois de chats. Un autre élément, c'est vis-à-vis de Yemando, Zio et leur mère, il est dit qu'ils avaient pour seul jouet leur imagination. Je pense que dans n'importe quel labo absolument dégueulasse, en fait, à moins qu'on soit Auschwitz, mais si on veut éduquer des êtres à un minimum de pensée, tout bon psychologue, enfin même tout psychologue de pacotille, il le sait, c'est que le gamin il a besoin d'éléments d'éveil pour se développer. En l'occurrence, ici ce n'était pas le cas. Leur seul jouet c'était leur imagination. Donc vous imaginez des chatons en train de se foutre sur la gueule, juste pour pouvoir, pour pouvoir passer le temps en fait, tout simplement. Donc voilà, les indices étaient subtils, mais ils étaient bien là. J'espère que certains les auront quand même identifiés, ou en auront identifié certains. Dans cette histoire, il y a d'autres choses qui sont plus ou moins dissimulées, et finalement, je me suis rendu compte après coup que c'était peut-être la fiction audio la plus cryptique que j'ai réalisée parmi toutes celles que j'ai faites ces quasiment 6 derniers mois. Tout d'abord, le sujet numéro 23 est une référence à Full Metal Alchemist, puisque Hohenheim, avant d'être baptisé Hohenheim par l'homonculus, est appelé l'esclave numéro 23. C'est donc une référence directe. Il y a la référence du Doc Shen, Professeur Shen, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a également le nom de Li Liang. Je vous invite à aller chercher en mandarin ce que peut signifier Li Liang, ou encore à reprendre les noms de famille des différents groupes de chimères qu'on a accompagnés dans leur évasion. Ces noms de famille ont également un sens généralement lié à la liberté ou l'indépendance ou la reconnaissance, donc à différentes valeurs que peuvent ressentir des personnes qu'on a libérées du joug d'un oppresseur, en l'occurrence l'être humain de façon générale. Certains se posent également peut-être la question de pourquoi Yemando et sa sœur n'ont pas subi d'expérience, pourquoi ils n'ont pas eu de maltraitance par rapport aux autres sujets du laboratoire de Wuhan. La réponse est très simple, c'est que l'expérience génétique qui les concernait, eux, était focalisée sur l'intelligence. Si toutes les chimères, et c'est dit, disposent d'une intelligence humaine et de la capacité à parler, alors je ne sais pas du tout si c'est physiquement possible, je n'ai pas recherché l'absolue cohérence dans cette histoire, attention. Mais toujours est-il que voilà, c'est mon histoire, j'en fais bien ce que je veux. Et donc, si toutes les chimères félines ont donc l'intelligence et la parole, Zido et Yemando, eux, c'est intelligence plus. Donc, ils étaient des sujets d'expérience liés vraiment au développement de l'intelligence, avec une intelligence hors norme, dépassant même celle d'un être humain moyen, tandis que les autres chimères félines, elles, avaient une intelligence tout à fait normale par rapport à un humain. Et d'ailleurs, au début du discours de Yemando, celui-ci dit qu'il remercie les chimères de l'avoir désigné pour être le leader finalement de cette rébellion. En réalité, Yemando est tellement épris de vengeance qu'il a tout fait pour faire croire aux autres que c'était leur choix. Donc il n'a qu'une chose en tête, c'est venger sa mère. En même temps, faut dire que le gars, il s'est pas élevé dans un environnement super équilibré. Voilà. Donc à partir de là, on le voit doucement dériver vers une forme de psychopathie au fur et à mesure de son discours. C'est fait exprès, c'est aussi c'était pour montrer quelque chose qui n'était pas absolument manichéen, que derrière un méchant, il y a quelque chose, derrière quelqu'un qui peut paraître gentil, il peut aussi y avoir quelque chose. Il y avait vraiment une réflexion sur la dualité quelque part, parce que voilà, petit à petit, on suit Yemando dans son discours qui amène l'ensemble de l'assemblée qu'il a devant lui à épouser finalement son plan et à aller dans le sens de ce qu'il dit. Voilà, il les galvanise,
Il montre une certaine fierté, il sait en faire l'éloge, il sait les brosser dans le sens du poil, si je puis dire, pour obtenir leur adhésion à sa cause. En réalité, voilà, son désir de vengeance n'est pas du tout une recherche de liberté ou de sang par le sang. C'est bien d'abord un désir de vengeance, puisque, en soi, vu que ce sont des chats qui en apparence sont relativement ordinaires, ils pourraient tout à fait se fondre dans le décor sans trop de problèmes s'ils acceptaient d'endosser un rôle de chat. Donc, être fugitif pour eux n'est pas le plus gros des problèmes, sauf à vouloir vivre comme des hybrides, donc être reconnu comme une espèce intelligente qui a des droits, ce qui peut aussi être le cas. Mais Yemando s'est d'abord servi de ses leviers pour obtenir sa vengeance, et il en veut absolument à tous les êtres humains. Alors pour ceux qui se posent la question et qui suivent la chaîne depuis le début, oui, cette histoire s'inscrit dans la timeline de mes autres histoires, ce n'est pas un hors-série. Donc dans mon univers, il y a bien des chats transgéniques qui complotent pour envoyer un message de violence à l'humanité. Qu'est-ce qui se passera? Alors moi j'ai la réponse, mais je vous laisse faire vos théories avant de vous la donner. Alors la petite pique sur la déconstruction était une petite boutade, rien de bien méchant, et en même temps une façon de glisser mon avis sur le sujet, puisque voilà, on est héritier de quelque chose qui nous construit et qui participe à construire l'avenir. C'est ce qui permet à une civilisation d'avancer. Donc là, c'était une façon, voilà, de le glisser discrètement dans l'histoire, sans faire de focus particulier dessus. Alors, il y a eu aussi un travail de fait sur la musique et sur l'ambiance sonore qui a été très particulier. Je ne me suis pas contenté d'habiller les choses d'un point de vue sonore. Ceux qui sont peut-être habitués aux bandes-son de films ont peut-être remarqué la façon dont je construis mes histoires. C'est que j'utilise la musique pour rythmer finalement mes séquences, pour rythmer quelque part des actes ou des sous-actes de mes histoires. Je me suis vraiment inspiré de la façon dont Alexandre Astier a utilisé la musique dans le film Kaamelott. Alors, loin de moi d'être à son niveau en la matière, pas du tout. Je ne suis pas musicien, j'apprends le piano. J'en suis encore à aligner des notes pour faire des morceaux très simples, et pas encore à demain. Mais j'ai compris comment on pouvait se servir de la musique aussi pour aider inconsciemment à plonger dans un univers et utiliser aussi les bruitages. Donc la musique, dans la musique et les bruitages, eh bien, vous avez à un moment donné l'ambiance forestière. C'est-à-dire que même quand on parle de ville, dès le départ, vous avez une musique qui désigne la forêt et qui va s'arrêter dès lors que l'on va commencer à me parler un peu plus de comment ça se passe dans le camp et au discours de Yemando. Vous allez avoir un son qui va lui démarrer du début de l'histoire et qui va s'arrêter pile au moment du démarrage du discours de Yemando, qui est en fait un son d'ambiance de forêt. Tout simplement parce que ça va de pair avec le fait que même la forêt se tue quand Yemando commence à mettre ses baloches sur la table. Mais si vous êtes attentif, vous remarquerez que quand on arrive à la fin de la nouvelle, quand Yemando commence à galvaniser un petit peu la foule, et que là on arrive sur la dernière musique de la fiction audio, eh bien le bruit de forêt reprend. En fait, la forêt s'éveille, la forêt se met en colère avec Yemando. Attention, elle se met pas réellement en colère, c'est une image pour dire que voilà, le gars a une telle puissance finalement que le monde le suit, entre guillemets. C'est très symbolique, mais c'était vraiment une façon de marquer le charisme et l'influence qu'a le personnage de Yemando. Au niveau des sons, j'ai joué sur quelque chose que vous connaissez tous, qui est cette petite roulette du dentiste. Ce truc qui nous fait flipper et dont le bruit vous a certainement fait crisser des dents quand vous l'avez entendu. J'ai hésité sur le son. Et puis quand j'ai eu cette idée de la roulette, j'ai trouvé ça absolument génial. Parce que là, j'ai utilisé en fait un ressort psychologique que tout le monde, sauf si vous êtes une exception ou que vous avez des chicots totalement pourris, que tout le monde connaît et que, je pense, tout le monde déteste. Donc, peut-être sans même vous en rendre compte, ce passage vous a crispé. Et c'était l'idée, justement, donc de jouer finalement sur un élément personnel, mais qu'on a en commun, donc un élément personnel des auditeurs,
pour qu'il puisse ressentir cette crispation et cette tension au moment où il entend cette scène un petit peu trash. Et à contrario, la mort de la mère de Yemando et Zihido, eh bien, quand on parle de cette mort, il n'y a absolument aucun son. Il n'y a rien. D'habitude, mes histoires sont assez chargées en son. Là, c'est vrai que j'ai été assez minimaliste dans la façon dont j'ai habillé l'histoire, parce que l'histoire s'y prêtait. Mais pour le coup, j'ai vraiment voulu appuyer sur la dimension psychologique. Voilà. Au départ, on entend l'horreur, et là, en fait, on n'entend rien. Donc on peut tout imaginer, en fait. On peut absolument tout imaginer, sachant qu'on est déjà dans un état de crispation depuis quelques minutes. Et c'était intéressant, voilà, de jouer avec ces deux choses-là. Donc de passer donc d'un début de discours, puis après ça monte, crispation, et là, calme plat, pour le moment quelque part le plus grave de l'histoire, avant de repartir sur une série de quelques sons qui vont illustrer l'évasion des chimères. Autre chose, il faut savoir que cette histoire à l'origine n'était pas prévue avec des chats, elle était prévue avec un renard. Et les animaux de la forêt en général. À la base, je voulais partir sur une fable écologique. Et puis après coup, je me suis dit, ouais, c'est remâché. Mais cette histoire de renard qui venge sa mère, j'y tenais. Et puis à un moment donné, je tombe sur cette news que j'ai postée dans une story Insta sur les chimères. Et là, je tombe un peu sur le cul quand je vois les pourcentages. Parce que mon intro, l'intro donc de la vengeance du fils, ce sont des choses vraies. Le pourcentage, ce que fait le Japon, etc., c'est pas des blagues, c'est pas de la science-fiction, ce sont des choses que vous pouvez vous-même vérifier sur Internet. Eh bien, quand j'ai vu ce truc, j'ai repensé à mon histoire et j'ai fait... Et là, je peux faire quelque chose. Là, je peux faire quelque chose avec mon animal qui veut se venger de quelque chose, sans tomber dans le cliché écolo. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une critique à la fois du transhumanisme et de la modification génétique, même si là on parle de chat, toujours est-il que les dérives qui sont évoquées dedans, le fait qu'une chimère soit une propriété privée par exemple, qu'il n'y ait pas de loi pour la protéger, etc., ce sont des choses qui pourraient aussi concerner des humains après tout. Donc c'était une façon de parler à la fois transhumanisme, à la fois bien-être animal, c'est quelque chose auquel je suis très attaché en tant que végétarien plus. Je commence à réfléchir à mon histoire et je me dis mais en fait je refais le coup de la planète des singes mais avec Arnard et les animaux de la forêt. C'est pas la peine. Enfin, finalement ça va rien apporter de plus. Je séchais, je me dis mais qu'est-ce que je vais en faire? J'avais commencé à l'écrire, je me dis j'en fais quoi de cette histoire? Et puis il y a l'ami Samuel qui me parle de la nouvelle saison de Love, Death, Robot qui passe sur Netflix, donc la saison 3, et on retrouve dès le premier épisode nos fameux droïdes qui vivent dans un monde qui a été conquis en fait par les chats, et finalement j'ai repensé à ces chats devenus intelligents et je me suis dit mais en fait c'est trop bien, faut que en fait je vais virer mes animaux de la forêt, je vais mettre des chats. En plus c'est une fin totalement what the fuck, ça peut totalement s'inscrire dedans, ça fait une référence aussi de pop culture à une série très sympa et de grande qualité, tout en proposant quelque part un préquel à comment ces chats sont devenus intelligents et comment ils se sont emparés du monde. Je ne dis pas que l'histoire de Love, Death, Robot s'inscrit dans ma timeline, pas du tout. Mais peut-être que dans une réalité alternative, mon explication est également valable pour que ça coïncide avec Love, Death, Robot. En tout cas avec ces deux épisodes. Mais donc, sans qu'il le sache, c'est grâce à Samuel que les animaux de la forêt ont été remplacés par des chats. C'est grâce à Ulysse, un site d'information, que d'une fable écolo, on est passé à une fable sur la génétique et le transhumanisme et la protection de la vie et la vie humaine en général. Et puis, ce qui a été le clou, parce que je voulais pas refaire ce que j'avais fait dans la dernière survivante. Oui, certains vont évidemment voir que c'est une fin du même style, clairement. Mais je voulais proposer autre chose qu'une simple narration d'une histoire. Donc là, pour une fois, j'ai mis un narrateur externe, et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un discours? Et là, dernière anecdote, et ça sera là-dessus que je terminerai,
Il s'avère qu'il y a quelques semaines, j'étais le célébrant du mariage laïque de ma petite sœur. Et donc j'ai préparé tout ce qui était texte du rituel laïque de cette célébration. Et j'ai aussi préparé un sermon qui, à ma très grande surprise, a été accueilli de façon singulière, puisque c'est à peu près un tiers des invités qui sont venus me voir à tour de rôle pendant le reste de la journée pour me remercier et me féliciter de mon sermon. Alors que moi je l'ai écrit juste avec mes tripes pour ma petite sœur et son mari. Il n'y avait pas de recherche de quoi que ce soit, plus que de leur parler à eux et de leur faire plaisir à eux. Mais toujours est-il que ça a fait mouche, et là je me suis dit, mais du coup je me réessayerais bien à l'exercice du discours. Et donc de faire parler Yemando était l'occasion de me mettre dans un autre contexte, parce que parler à l'occasion du travail, aucun problème, vous pouvez me mettre devant 100 personnes, 200 personnes, pas de souci. Mais du coup, ce seront des discours soit de travail, soit pour la famille, pour un événement, pour une asso. Et de le faire avec Yemando était l'occasion d'endosser un rôle de mégalo et de faire un discours finalement que je ne pourrais jamais faire dans la vie réelle. Donc c'était une occasion aussi pour moi de m'amuser. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé sympa de vous parler de mon processus créatif dans mon travail d'écriture. Comme vous pouvez le voir, ça part vraiment dans tous les sens, je pars un peu en sucette parfois, et c'est ce qui donne ce que vous pouvez entendre. Pour les prochaines fictions audio, ou même les précédentes, eh bien, soyez attentifs, puisque y a quand même beaucoup de références à plein de petites choses. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas grand chose qui est laissé au hasard. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!